Bonjour à toutes et à tous. Je me lance. Alors, bienvenue pour cette table ronde de la Madi Keynote sur le sujet cash-cash, l'expérience client au service de l'épargne. On voudrait vraiment vous parler de toutes ces modifications qui sont en train de se passer dans le milieu de la finance, notamment de la finance personnelle. Je me présente, je m'appelle Léa Lejeune, je suis journaliste économique. Aujourd'hui, je suis là donc pour Madines, mais je suis aussi cofondatrice de Plan Cash, qui est le média et la plateforme d'éducation financière pour les jeunes femmes. Voilà. Alors, après des années à ne dépendre que des banques de détail, on est entré dans une nouvelle ère des services financiers et de l'épargne. Aujourd'hui, on a des entreprises mutualistes, on a des fintechs, on a des PME qui rivalisent d'imagination pour parler beaucoup plus directement aux clients et changer du vieux rapport train-train, conseiller clientèle-client. Elle s'adresse à des publics parfois délaissés en allant chercher donc des cibles très spécifiques. Alors, les entrepreneurs, les jeunes, les femmes, et puis on verra aussi les jeunes retraités. Et ici, on va chercher à comprendre comment l'expérience client se met au service de leur épargne et de leurs investissements. Et l'expérience client, on va la comprendre dans une acception très large. On discutera à la fois d'une adresse plus spécifique, mais aussi d'un outil marketing, mais aussi d'une expérience utilisateur au sein d'une application ou d'un service. Voilà. Et donc, pour parler de tous ces sujets-là, j'ai autour de moi 3 experts et 3 visions très différentes qui vont se compléter. Alors d'abord, juste à ma gauche, Virginie Oswald. Bonjour, enchantée. Vous êtes directrice générale de Garance. Donc Garance, c'est vraiment un acteur historique de l'épargne, retraite et prévoyance. Et vous nous raconterez un petit peu son histoire, mais aussi ses grands changements. Sabine Filias. Bonjour. Alors Sabine, vous êtes directrice capital innovation au Crédit Agricole. Vous vous occupez notamment de repérer les tendances, les startups sur ces domaines-là. Et puis vous êtes aussi CEO d'Ocali, la banque as a service. Il va falloir que vous nous expliquiez le concept parce que ce n'est pas tout de suite compréhensible, mais très intéressant. Et puis, à vos côtés, nous avons Benjamin Guignot, alors que beaucoup de gens, je pense, dans la Startup Nation connaissent déjà, mais pour sa précédente carrière. Bonjour Benjamin. Bonjour. Donc Benjamin, vous aviez cofondé Ornicar, qui avait permis de démocratiser l'accès au permis de conduire. Et aujourd'hui, vous êtes fondateur de Scarlett, l'épargne et l'assurance pour les jeunes de plus de 60 ans. Donc, le nouveau concept. Voilà. On va peut-être commencer par une question toute simple. Comment est-ce que vous analysez et depuis quand vous datez ce changement de perspective dans l'épargne et dans l'investissement, en France surtout, qui se rapproche des besoins clients? Virginie Oswald. Alors, déjà, le premier point, c'est que je pense que le changement, il s'est fait naturellement, mais qu'il date un peu. Les clients, les clientes en ont marre de recevoir des documents, des bulletins de situation chaque année, de rien y comprendre et de ne pas savoir exactement ce qu'est devenu l'argent qu'ils épargnent. C'est pourquoi chez Garance, on a vraiment un mot d'ordre, et j'aime bien ce que vous avez dit en introduction, c'est démocratiser l'épargne, démocratiser l'accès à l'épargne et surtout redonner de la valeur, redonner du sens à l'épargne. Et tout ça, ça passe à la fois par de la formation, par l'éducation, mais surtout par des outils, par des parcours de souscription qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus adaptés à leurs besoins et qui leur permet de devenir de véritables acteurs de leur épargne. C'est pourquoi chez Garance, on a sorti en collaboration avec différentes startups, dont une maintenant, nous sommes actionnaires majoritaires, Incube, qui est devenue Germaine, un outil, Garance Smart Life, qui permet au sein d'un même contrat d'assurance vie, non pas d'épargner avec des lignes financières, mais plutôt de se dire, voilà, j'ai des objectifs, j'ai des projets qui sont différents, qui ont des horizons de temps différents et pour lesquels je suis prêt à prendre un risque différent. Par exemple, moi j'ai un enfant de 4 ans, eh bien j'épargne pour que mon enfant puisse effectuer des études supérieures. C'est un projet important pour moi. Mais il y a aussi la préparation de ma retraite. Et Benjamin en reparlera un petit peu. C'est pour ça qu'on est très heureux du partenariat avec Scarlett. Et au sein d'un même contrat, avec un même outil, quand on parle de démocratiser l'épargne et de redonner du sens à l'épargne, on va permettre à chaque personne, non pas d'avoir un chiffre comme on a sur un compte en banque, mais plutôt de se dire, voilà, de combien j'ai besoin pour atteindre l'objectif, pour atteindre le projet qui m'est cher. Et surtout, on va avoir un écosystème technologique et un écosystème de start-up, dont Scarlett en fait partie, mais pas que, qui va permettre d'améliorer la modalité d'épargne, mais aussi la capacité d'épargne pour permettre à ces personnes de le faire.
Alors, quand je vous le dis comme ça paraît peut-être un peu compliqué, mais en réalité, ça a vraiment révolutionné pour nos clients l'expérience et la relation qu'ils avaient avec l'épargne. Et on voit aujourd'hui, des fois, même 20 euros, 30 euros supplémentaires leur permet d'atteindre leurs objectifs qu'ils pensaient inatteignables. Oui, et ça correspond à une grande tendance venue des États-Unis qu'on appelle le goal-based investment. Donc vraiment cette idée qu'on ne va plus parler aux clients uniquement de super rendement que vous allez avoir à la fin. Évidemment, on va en parler, mais on va vraiment mettre les horizons, les moments et rentrer dans le quotidien et donc vraiment donner l'impression à des personnes qui ont peu de connaissances en finance finalement, qu'elles aussi peuvent prendre en main leur avenir et leur futur financier. Sabine Filias, qu'est-ce que vous avez observé en termes de tendance dans le changement du rapport de l'expérience client, de l'expérience utilisateur chez les différents services bancaires, peut-être les vieux acteurs, mais surtout les nouveaux acteurs entrant sur le marché qui essayent de changer? Alors c'est vrai que quand on est dans un vieil acteur, mais qui du coup a des capacités d'acquisition dans des périodes où on voit que le financement est un peu plus compliqué, on voit passer beaucoup de choses et donc on est finalement au niveau d'une tour d'observation assez intéressante de ce qui se passe sur le marché. Moi aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter 4 tendances qu'on voit assez intéressantes sur le monde de l'épargne. La première, c'est vraiment le développement des marketplaces. Les marketplaces de l'épargne sont devenus une vraie réalité. Par exemple, si je veux vous citer en Angleterre Flagstone, alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais aujourd'hui, c'est une marketplace qui vous permet de choisir des comptes épargne au sein de 60 banques. Donc ils ont des partenariats avec 60 banques et vous pouvez, quand vous vous connectez, ouvrir un compte et aller choisir vraiment le produit qui vous correspond. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils ont 600 000 clients juste au UK. Donc c'est déjà, on se rend compte, énorme. Ils ont 11 milliards sous gestion. Donc on voit que vraiment c'est quelque chose qui se développe très vite. 1 milliard de plus sous gestion chaque trimestre. Et donc ça permet la comparaison, vraiment de tester plein de services. Pourquoi on n'a pas ça en France ? Alors bon, il n'y a pas toujours exactement la même réglementation, en particulier depuis que le UK a quitté l'Union européenne. Et puis c'est un marché aussi qui est beaucoup plus mature et assez différent sur beaucoup de sujets par rapport à la France. Je pense qu'en France, on a aussi cette historique de banque universelle, c'est-à-dire sa banque où on va faire à la fois la banque du quotidien, on va aller faire son crédit, on va aller faire de l'épargne. Là où le marché anglais est un marché beaucoup plus fragmenté, beaucoup plus habitué à avoir des brokers. Et donc vous allez aller choisir le bon acteur pour chaque projet, mais vous n'avez pas cette relation globale avec un acteur qui est une banque universelle, un peu à l'inverse de ce qu'on peut avoir en France. Vous vouliez rebondir, Virginie ? Oui, alors je partage sur le fait que les marketplaces en B2C n'existent pas encore en France. En revanche, il y a un acteur Aselio qui est en train de monter cette marketplace pour des courtiers, pour lequel on est bientôt partenaire, et qui s'est inspiré justement du modèle anglais pour permettre, alors pour le moment c'est uniquement des CGP qui seront connectés à cette marketplace, de faire exactement ce que vous êtes en train d'expliquer, en espérant que ça aille plus loin sur le B2C. Et on est très heureux de pouvoir en faire partie. Alors ça, c'était une des premières tendances. Est-ce que vous avez d'autres tendances que vous avez observées ? On en a une qu'on voit depuis quelques années, qui est encore un peu embryonnaire en France, mais qui est autour de la micro-épargne. Et sur la micro-épargne, c'est vraiment pouvoir se dire, à partir de vraiment pas grand-chose, je peux moi aussi investir, même si je suis encore étudiant. Et là, il y a un peu de type, il y a par exemple des Scalable en Allemagne, où on peut investir à partir de 1 euro. Alors, on peut investir beaucoup plus, mais en tout cas, dès 1 euro, vous pouvez commencer à aller placer. Et aujourd'hui, c'est quand même 17 milliards sous gestion, 600 000 clients. Enfin voilà, on voit que ça commence à prendre une place non négligeable. Et c'est un de nos annonceurs chez Plancage parce que justement, la facilité d'utilisation fait que c'est abordable pour quelqu'un qui a peu de connaissances en finance. Voilà. Et sur ce sujet, il y a aussi tout ce qui est l'arrondi. Alors l'arrondi, on a toujours l'impression que c'est une petite plaisanterie, que c'est pas avec des 15 centimes qu'on va faire quelque chose. Eh bien, il y a une société aux US qui s'appelle Acorn, qui a déjà 7 millions de clients et 6 milliards d'encours. Donc tout ça à base de quelques centimes d'euros. On voit que finalement, c'est un moyen d'attirer beaucoup des jeunes plutôt vers le début de l'épargne. D'accord. Mais alors sur ce domaine-là, il y a aussi des entreprises qui ont fermé leurs bureaux en France, notamment je pense à Moka, qui permettait un arrondi automatique, et je crois qu'il y a un deuxième concurrent. Donc il y a quand même une difficulté à trouver une rentabilité quand on compte les centimes. En fait, c'est plus simple quand vous êtes adossé à un acteur plus gros et que les choses vont se faire automatiquement. D'où l'intérêt de mélanger les deux forces.
Par contre, on voit des personnes qui étaient sur l'arrondi passent maintenant au cashback, qui devient de plus en plus à la mode dans les modèles d'épargne. Et on a énormément de startups qui tapent à la porte de Garance en ce moment en se disant, ben voilà, on a une idée super, on a des partenariats avec des grosses enseignes, notamment des supermarchés ou des entreprises type Decathlon, et qui vont aller de plus en plus vers cette notion de cashback. Et c'est des tout petits montants d'épargne voilà, que l'on cumule et qui est un petit peu la même idée, mais avec un concept un peu différent et qu'on surveille de près. Je pense qu'il y a un point, alors je vais peut-être faire hurler dans la salle parlant d'épargne à ce sujet, mais c'est quand même une réalité aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour des cryptos. Parce que finalement aujourd'hui, on a déjà 12% des Français qui détiennent des cryptos, ce qui est déjà énorme, et 24% des 18-35 ans. Donc finalement, les 18-35 ans sont aujourd'hui... c'est d'ailleurs la France est le seul pays où ça progresse encore, la détention de crypto. On voit que c'est en fait un nouveau moyen d'aller vers de l'épargne, même si c'est pas forcément la plus solide, sécurisée, voilà, la plus sécurisée. Stable. Mais on voit qu'il y a un vrai. Alors ça va sûrement, je pense qu'on va parler après du rôle des influenceurs, mais en tout cas, on voit que les cryptos c'est quelque chose. Mais c'est assez fou parce qu'en fait, il y a 2 ans, il y a des jeunes qui sont allés investir dans les cryptos qui n'avaient jamais investi dans rien, quoi. C'est-à-dire ils n'avaient jamais acheté une action en bourse et ils ont commencé directement par acheter des cryptos. Donc ça fait partie des tendances. Voilà. J'en avais une petite dernière qui est rigolote et je pense que vous ne connaissez pas encore. Alors elle est vraiment émergente, mais je l'ai trouvée assez sympa. C'est l'anti-BNPL, ça s'appelle le SNBL, le Save Now Buy Later. Et donc ça, on a trouvé ça assez amusant parce qu'aujourd'hui, c'est déjà déployé chez Zalando en Allemagne et chez eBay et Booking au UK. Le principe, c'est vous avez envie de vous acheter un canapé, vous allez sur un site, on va dire MPM, et vous vous dites ah, il est beau ce canapé, mais au dernier moment, vous droppez parce que finalement, dépenser 1000 balles tout de suite dans un canapé, alors que le vôtre, bon, il est un peu moche, un peu défoncé, mais c'est toujours un canapé. Vous dites, bon, c'est pas grave, allez, je vais dropper. Et donc, pour le commerçant, c'est une catastrophe parce que vous avez droppé alors qu'il a fait de l'acquisition. Et donc, l'idée, c'est qu'il puisse derrière vous retargeter en vous disant, mais en fait, est-ce que tu veux pas faire quelque chose de vertueux ? Je vais pas te proposer du BNPL qui potentiellement est de l'endettement et qui est pas bon peut-être pour toi. Je vais te proposer d'ouvrir un compte épargne chez moi. Et donc, tu vas mettre de l'argent tous les mois. Et en échange, cet argent, je vais te le rémunérer avec une réduction. Et donc, ton canapé, tu l'achètes dans 4 mois, dans 6 mois. À un prix où on se met d'accord qui est réduit, mais tu mets de l'argent tous les mois. Et donc c'est une tendance qui est assez intéressante. Enfin, on voit donc aujourd'hui il y a 2 acteurs au UK qui font ça, qui s'appellent Monkey et l'autre Accrue Savings. Et c'est une tendance, on voit qui est encore petite, qui vient d'Inde d'ailleurs à l'origine, mais qui est assez intéressante comme vraiment cet opposé au BNPL. Très bien, donc on a fait un tour intéressant et surtout celle-là, moi je ne la connaissais pas du tout, vous me l'avez apprise. Benjamin, qu'est-ce que vous aviez repéré vous comme tendance avant qu'on rentre dans les spécificités de Scarlett ? Alors, moi, je travaille depuis assez peu de temps, parce que Scarlett a 1 an sur les sujets épargne. Nous, le constat qu'on a fait avec Scarlett, c'est qu'avant d'épargner, il faut pouvoir avoir de l'argent et vivre. Donc nous, on se bat avant tout pour un sujet de pouvoir d'achat. L'épargne sert le pouvoir d'achat, c'est sûr, mais il faut pouvoir payer son plein de courses avant de commencer à épargner. Et c'est vraiment la priorité qu'on a avec Scarlett, s'adresser à des personnes, à des jeunes de plus de 60 ans qui viennent de passer à la retraite, qui ont un taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est la différence entre votre salaire et ce que vous avez touché à la retraite, votre pension, qui est de 50% en France. Donc profitez tant que vous êtes salarié, parce que vous passerez à la retraite, vous allez perdre 50% de vos revenus. Et faire le plein de son frigidaire avec 50% de ses revenus en moins, c'est compliqué. Bon, après, on rentrera dans la spécificité de Scarlett, mais nous, l'idée, c'est vraiment de... En fait, il y a une épargne que tout le monde fait, enfin que 80 et quelques % des Français font, c'est épargner pour s'acheter son toit. S'acheter son appartement, s'acheter sa maison. Et ça, c'est une épargne qui est universelle, que tout le monde fait, sans forcément s'en rendre compte, mais on se constitue un patrimoine qui est énorme. Et nous, on pense qu'arrivé à la retraite, il faut essayer de monétiser ce patrimoine pour placer sur des produits d'épargne, pour remplir son frigidaire, pour profiter de la meilleure période de sa vie, la retraite. Très bien. Beaucoup de belles perspectives, puisqu'il nous reste encore quelques petites années avant d'y arriver. Alors, on va prendre la présentation de chacune de vos activités.
Garance, donc c'est une entreprise historique qui s'adressait auparavant aux artisans commerçants et à leurs familles. Donc vous aviez une clientèle qui était assez ciblée, qui était fidèle, mais finalement vous avez décidé d'opérer une transformation majeure ces dernières années. Vous m'avez même dit de la cave au grenier, je crois, en préparant cette interview, pour renouveler votre image et pour faire grossir votre potentiel clientèle aussi. Pourquoi cette envie d'élargir votre cible? Pourquoi vous en aviez besoin à ce moment-là? Et comment vous vous y êtes pris pour changer cette image? Alors déjà, oui, nous sommes une mutuelle, mais nous n'offrons pas de la santé, nous sommes des spécialistes de l'épargne. Et ça, c'est important à souligner. Garance a plus de 38 ans et est née de la volonté d'entrepreneurs d'avoir des solutions retraite pour les entrepreneurs. Donc par et pour les entrepreneurs, artisans, puis commerçants, puis depuis 2017, un élargissement de la cible, un élargissement de la clientèle. Pourquoi? Parce que, on est artisan, on est commerçant, puis on devient salarié et on recrée son entreprise. On voit qu'il y a des passerelles maintenant entre les différents types de salariat ou d'entrepreneuriat. Donc finalement, c'était assez naturel de s'ouvrir et de s'élargir à tout public. On a une ADN entrepreneur quand même, puisqu'aujourd'hui, Garance, c'est 240 collaboratrices et collaborateurs, tous intrapreneurs. Et c'est super important parce que je sais qu'on peut le dire, mais c'est vraiment réel chez Garance, on le ressent. Et c'est pourquoi, depuis 4 ans, on a opéré une transformation énorme. Et on parle d'expérience client dans cette table ronde, on parle de technologie. Et l'objectif était de répondre aux besoins les plus précis de nos clients. Et les besoins les plus précis, déjà, c'est de comprendre. On parle beaucoup de transparence, mais on a besoin d'être clair, on a besoin d'être pédagogique. On parle de leur projet. Benjamin parlait tout à l'heure même de remplir le frigo. Donc dès qu'il s'agit de l'argent, de l'épargne dans la globalité, il y a quand même un sujet qui est très, très profond, très émotionnel. Et aujourd'hui, quand on parle d'épargne, quand on parle de finance, c'est assez froid. Et donc, il a fallu un petit peu redonner du sens, redonner de la valeur. Et quand on parle de démocratiser, c'est bien ça. Et donc, la transformation qui a été opérée depuis 4 ans chez Garance, l'écosystème que l'on a créé, les transformations que l'on a conduites n'avaient que pour seul objectif de rendre accessible cette épargne au plus grand nombre, en épargnant un peu un jargon qui est finalement assez compliqué, assez complexe, mais en permettant à chacun, vous parliez tout à l'heure de jeunes qui sont sur la crypto-monnaie, on le voit, mais de pouvoir choisir un petit peu son mode de gestion, son mode d'épargne en la rendant la plus liquide et la plus claire possible. Et donc c'est pourquoi on a vraiment allié la technologie au service d'une expérience client qui soit la plus personnalisable possible, la plus précise possible. Et je souris parce que pour ceux qui étaient dans la salle ce matin à une conférence sur l'intelligence artificielle, en fait, avec l'équipe qui est là au premier rang, on ne pouvait que rigoler d'entendre que oui, les grosses entreprises, les grosses boîtes du CAC 40 ou ces grosses boîtes de la tech qui mettent en place ce type de technologie, chez Garance, on n'a pas attendu que ce soit hyper à la mode pour le mettre en place. Et donc, quand on parle de transformation, on a notamment l'ensemble de notre force commerciale aujourd'hui, qui est un outil d'aide à la vente très à la pointe, le plus innovant, je pense, aujourd'hui du marché, et j'ai pas honte de le dire. Et on utilise GenAI pour leur faciliter leur démarche de vente, leur devoir de conseil. Et donc, on n'a pas besoin d'être une énorme structure pour avoir des avancées technologiques, et on en est fiers. Et c'est parce qu'on a vraiment une équipe qui a envie, qui avance, et qu'on a su s'entourer d'un écosystème de start-up, d'autres PME comme nous, pour répondre aux besoins des clients. Et c'est en étant à leur côté qu'on le voit. Et j'attire juste l'attention aussi sur le fait qu'on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup d'expérience client, mais c'est finalement les clients qui décident de la manière dont ils veulent l'aborder. Et même au niveau des jeunes, on le voit comme vous, Sabine, il y a énormément, on parle du web 3.0, même 4 maintenant, on parle des sujets de la crypto-monnaie, mais en finale, on voit chez Garance, ce qu'ils cherchent, c'est la performance. La performance de leur épargne, quand même, ça reste important. Et chez Garance, on a la meilleure performance du marché avec un fonds euro à 20% en performance sur 6 ans. Mais on a aussi des plus jeunes comme des moins jeunes qui ont besoin d'une proximité, d'un contact. Ça peut être sur un canal digital, ça peut être aussi sur une présence physique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui a conduit cette transformation. Et le schéma de marque dont vous parliez, dont on a parlé lors de la préparation, cette image de marque est finalement que le reflet de tout ce que l'on a conduit avec nos clients depuis 4 ans. Et on a cette chance, en étant une mutuelle, d'avoir un conseil d'administration qui est composé de nos clients et qui nous donne le là et qui nous guide dans ce qu'ils ont besoin.
Donc la technologie, le fait de se rapprocher en ayant des conseillers dédiés et puis la pédagogie. Alors Sabine, vous de votre côté, comme je le disais en intro, vous gérez aussi donc Ocali, qui est donc un SaaS pour les néobanques, un outil qui leur permet d'opérer et qui permet donc de faire émerger une concurrence, faire émerger de nouveaux services, de nouvelles manières de faire. Alors comment ça marche et pourquoi c'était important de libéraliser ce marché, de permettre à de nouveaux acteurs d'opérer au mieux? Alors en effet, moi j'ai 2 métiers, donc vous voyez les femmes, elles sont pas très douées pour négocier parce que j'ai 2 jobs et un salaire. Donc en effet, d'un côté, je m'occupe des acquisitions pour le groupe Crédit Agricole et de l'autre, donc je dirige Ocali, qui est un acteur donc de la banque as a service, c'est-à-dire nous on est un acteur régulé, on est émetteur de monnaie électronique et on permet à des sociétés non régulées d'aller distribuer nos comptes et nos cartes sous leur marque. Alors, à titre d'exemple, on a aujourd'hui comme agent des néobanques comme Helios, Spendesk, Blanc, Propulse, Baicea. Là, on est à la maison. Vous aviez Lydia aussi à un moment? On a eu Lydia pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, quand vous aviez un compte Lydia, en fait, vous aviez un compte Ocali. À l'époque, on avait un autre nom, c'était SFPMEI, mais voilà. Donc, on a eu jusqu'à 5 millions de clients en étant cachés finalement derrière, mais c'est nous qui opérions toute la partie, enfin le droit d'exercer avec les comptes et les cartes. Voilà. Et donc, à quoi ça sert? Ça sert à des acteurs de se lancer plus vite, parce qu'être régulé, c'est plus long, c'est plus cher. Au quotidien, c'est plus compliqué, parce que c'est vous qui êtes responsable vis-à-vis de la CPR, c'est à vous de faire tous les reportings sur la Banque de France, c'est à vous de vérifier aussi que l'argent qu'il y a sur les comptes correspond bien à l'argent réel, et que tout ça matche bien. Mais ça permet surtout à des acteurs comme des Lydia, des Spendesk, des Helios, des Card, de se lancer beaucoup plus vite et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire l'expérience client. Parce que ce qu'on voit vraiment maintenant, c'est que la néobanque généraliste, c'est déjà devenu la néobanque à la papa. Les N26, les Revolut, finalement, c'est généraliste, ça va à tout le monde, mais est-ce que ça va à chacun ? Et donc aujourd'hui, on voit apparaître plutôt, et ça fait déjà quelques années, mais ces néobanques beaucoup plus verticales qui vont aller répondre à des pain points vraiment dédiés. Par exemple, un card, c'est vos enfants, vous avez envie de pouvoir leur donner de l'autonomie, un compte, une carte, mais en même temps, vous ne voulez pas qu'ils fassent n'importe quoi, vous ne voulez pas qu'ils puissent être à découvert. Vous avez une app que les parents peuvent piloter. Si vous êtes beaucoup plus intéressé par les sujets, par exemple, de transition écologique, ouvrir un compte chez Helios, c'est avoir de l'assurance que votre argent va être utilisé à des fins plus écologiques, c'est d'avoir accès à une marketplace de services dédiés autour de tout ce qui est green et bas carbone. Voilà. Et donc, c'est ces néobanques. Aujourd'hui, on en voit, il y en a même qui veulent se lancer dans la néobanque des propriétaires de chiens et chats. Donc, on voit qu'on va beaucoup plus loin. Oui, mais ça peut faire sourire au début, mais en fait, on se rend compte... du marché très, très fort, là. Oui, mais là, on se rend compte aussi que finalement, il y a parfois des besoins assez précis où la banque va n'être, en tout cas la banque au sens le compte, la carte, ne va être qu'une feature de l'ensemble d'un service beaucoup plus large. Parce que finalement, quand vous êtes un propriétaire de chien ou chat, vous avez tout un sujet d'assurance, vous avez tout un sujet de pouvoir acheter moins cher de la nourriture, vous avez tout un sujet de garde potentiellement, et donc avoir dessus un compte, une carte peut être utile, mais ce sera qu'une petite feature. Et donc les néobanques verticales sont de moins en moins de la néobanque, mais beaucoup plus un écosystème de services dédié à une cible pour laquelle il y a un pain point dans lequel la banque va s'insérer. Alors Benjamin, vous vouliez réagir, et vous justement, vous avez un service très ciblé. Alors, je vais commencer par réagir et en profiter pour ouvrir peut-être une discussion et pour illustrer les besoins d'une néobanque, surtout une banque as a service, par exemple, pour Ornicar. Ornicar, je reprends ma première casquette. Ornicar, c'est 500 000 nouveaux utilisateurs payants jeunes chaque année. Le permis de conduire, ça se finance souvent en plusieurs fois. Après, on propose de l'assurance auto, on va peut-être proposer le financement des voitures. Et nous, c'est un sujet qui est au cœur de notre stratégie, c'est de trouver un acteur avec qui s'associer pour pouvoir lancer un compte, une carte pour les jeunes. Aujourd'hui, une génération, c'est 750 000 personnes en France. Il y a 750 000 auprès de naissance. Et nous, on fait 500 000 clients. Donc, on a un peu plus de 65-70% d'une génération. Et on a très envie de pouvoir accompagner ces jeunes dans la création d'un compte bancaire avec Ornicar. Et je fais la transition avec Scarlett parce qu'on a déjà initié pour le coup des discussions avec vous au propos de Scarlett en disant OK, et pourquoi on ne créerait pas aussi une banque pour les jeunes de plus de 60 ans qui ont des besoins évidemment complètement différents que mes jeunes de moins de 25 ans avec leur permis de conduire. Mais effectivement, la banque
on ne crée plus une banque pour être une banque, mais ça devient un service additionnel dans le paysage de services que les marques peuvent proposer. C'est le cas pour Ornicar, c'est le cas pour Scarlett, et puis si je monte d'autres boîtes, a priori, je pense que ça sera le cas aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous partez vraiment d'une cible un peu délaissée, dont personne ne comprend vraiment les besoins, ou en tout cas on s'y intéresse plus, on se dit que passé 60 ans, la seule chose qui importe, c'est la transmission du patrimoine, et puis c'est tout. Non, comme vous le disiez, il y a une baisse de pouvoir d'achat à la retraite, il y a aussi une envie de profiter de la vie et du temps libre, et donc vous êtes vraiment parti de cette idée-là, quoi, vraiment de combler ce besoin. Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter avec Scarlett cette solution de pouvoir d'achat. Les Américains disent, concernant cette classe d'âge, c'est cash poor but asset rich. C'est des gens qui finalement n'ont pas de cash, mais ont un gros asset, leur patrimoine immobilier. Et donc, pour pouvoir les convaincre, parce que l'immobilier, en tout cas en France, c'est un sujet qui est vraiment très particulier. Les gens adorent posséder la pierre, détestent la revendre. Et en revanche, nous, ce qu'on explique, c'est que le problème, c'est qu'avec votre taux de remplacement à 50%, vous baissez vos revenus. Et si vous voulez profiter de cette période, parce qu'à 62, 65, peu importe l'âge à laquelle on part à la retraite, à cet âge-là, on est jeune. Et quand nous, on insiste sur les jeunes de plus de 60 ans, ça fait sourire les gens. Mais c'est la vérité, c'est vraiment ce qu'on pense. C'est qu'on a bossé 40, 45 ans, peu importe. Une grosse partie de sa vie, on a trimé pour pouvoir économiser, pour s'acheter cette maison. Avant, on était jeune, on n'avait pas d'argent. Et là, on est donc normalement un peu plus enrichi. On l'a mérité. On a eu des enfants qui sont normalement, si ça s'est passé, à peu près autonomes. On est débarrassé. On est débarrassé et on a normalement, c'est la période pour profiter. Et le problème, c'est que profiter, ça coûte de l'argent et c'est de l'argent qu'on n'a pas. Donc nous, Scarlett, la première chose, il faut comprendre, on a créé une marque. Comme Ornicar, j'ai créé une marque. Scarlett, on crée une marque. Tout le monde me dit, mais c'est quoi Scarlett? C'est une marque à destination des personnes de plus de 60 ans. Peu importe ce qu'on mettra dedans, on veut s'adresser à cette cible-là. C'est une cible qui est délaissée. Aujourd'hui, l'ensemble des marques, vous regardez les pubs à la télé, l'ensemble des marques qui parlent à ces personnes-là, c'est vraiment, mais c'est à se pendre. C'est sympa les conventions obsèques. Voilà, exactement. Et on est d'accord, les conventions, on parle d'obsèques, on parle de maladies, on parle de transmission, c'est important, mais c'est un peu glauque. Nous, on leur parle d'avenir. Et vous parlez aussi... Vous leur parlez aussi avec des visuels et des termes qui leur parlent. C'est-à-dire qu'en général, quand on voit des pubs adressées à des personnes de plus de 60 ans, tout le monde a les cheveux gris, tout le monde galère un peu à marcher, etc. Mais ça, c'est pas la façon dont on se perçoit en général à cet âge-là. Et vous, ils ont l'air de s'éclater, vos jeunes de plus de 60 ans, sur votre site internet, par exemple. Exactement. Nous, on essaye d'insister sur le caractère jovial, positif de la retraite. Positif de cet âge-là. Vous êtes chanceux, vous arrivez au meilleur moment de votre vie. Et moi, c'est facile. Je pense à mes parents, ma mère, en disant, mais en fait, c'est pas une vieille grabataire qui n'a plus qu'à penser à son assurance obsèque. Elle a 66 ans, elle voyage beaucoup, elle est tout le temps sur Internet, elle a un compte Facebook, un compte Instagram, elle regarde ses mails tout le temps, etc. C'est presque la réduire que de lister tout ce qu'elle fait de digital, tout ce qu'elle fait de moderne, tout ce qu'elle fait axé sur l'avenir. Et nous, c'est ce contre-pied qu'on veut essayer de prendre avec Scarlett, c'est dire, mais attention, on parle à des gens et on sera à leur place dans... pour ma part, dans 20 ans. Allez, mais comment vous comprenez aussi bien leurs besoins, puisque vous êtes hyper éloigné? Mais en fait, est-ce que quelqu'un dans la salle ne connaît pas quelqu'un qui a plus de 60 ans? Enfin, c'est hyper facile, on a tous des parents, pour certains, je vois mal, il y a beaucoup de lumière, des grands-parents, des oncles, etc. Et en fait, nous, on a énormément construit notre offre en parlant à notre entourage. Et un exemple, vraiment un exemple qui pour moi, m'a fait basculer dans Scarlett, c'est encore ma mère. Donc ma mère a eu 65 ans il y a 2 ans, et donc elle habite dans un petit village. À la campagne. Et donc ils sont arrivés, à chaque fois qu'il y a un habitant du village qui a 65 ans, il y a le maire qui débarque tous les mois de janvier, le maire du village qui arrive et qui vous offre un espèce de panier garni, un espèce de pâté imbouffable, etc. Et qui vous dit, la commune s'est collectée pour offrir ce bout de pâté imbouffable à nos seniors. Et donc ça a coûté de l'argent à la commune. Mais elle le prend comme une insulte. Elle me dit, mais je vais lui mettre un coup de fusil la prochaine fois qu'il vient. Je ne veux plus le voir. Il vient chez moi m'apporter quelque chose d'immonde et il me traite de vieille. Et en fait, c'est là où je vois le misfit entre l'effort qui est fait par la commune et la perception
du client ou du destinataire. Et donc moi, ça a été un électrochoc quand elle m'a raconté ça. Parce que je la voyais début janvier, me dire, il y a encore l'autre qui va se pointer. Et donc, ça a été Et sur la perception et le misfit, vous avez un autre point qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression, enfin non, quand on caricature cette génération-là, on peut avoir l'impression qu'elle n'est pas très acculturée aux usages du numérique, qu'elle a eu besoin qu'on lui explique et qu'on lui apprenne plein de choses. Et vous dites, non, on peut aller les targeter sur Internet, on peut faire de la pub auprès de cette génération qui est sur les réseaux sociaux, qui existe et qui a une vie en ligne. Moi, ça a été mon problème avec Ornicar, c'est que j'ai fait de la pub beaucoup sur Facebook et on m'a expliqué que Facebook était un réseau de vieux. Et donc, je dis, très bien, je vais aller parler aux jeunes de plus de 60 ans et je vais les targeter sur Facebook. Et ça cartonne. Aujourd'hui, penser que les personnes qui ont 60 ans et plus ne sont pas connectées, c'est une aberration. C'est des gens qui vivent avec 10 ans de retard. Toutes nos politiques d'acquisition chez Scarlett se font avec du full online. Et penser l'inverse, c'est pour moi avoir raté 10 ans, c'est comme si on s'était endormi 10 ans en pensant que les jeunes qui ont eu 60 ans cette année, c'était les mêmes qu'il y a 10 ans. Les bons technologiques ont touché tout le monde et donc aujourd'hui ça simplifie, quand on maîtrise bien ces mécanismes-là, ça simplifie considérablement l'acquisition pour une tranche d'âge de plus de 60 ans. Alors Virginie Oswald, vous collaborez avec Scarlett. Qu'est-ce que ça vous apporte, leur vision du produit et leur vision de cette cible spécifique ? Nous, étant spécialistes de produits, et on aide les entrepreneurs, mais plus largement à se préparer à la retraite sur le volet épargne. Là où je rejoins ce que dit Benjamin, c'est que très souvent c'est le patrimoine immobilier, ou pour certaines entreprises, c'est vraiment le capital investi au sein de l'entreprise qui est source de richesse. Et donc il a fallu qu'on puisse redonner de la capacité, de la liquidité pour permettre aux personnes de pouvoir réaliser leurs rêves, réaliser leurs objectifs. Tu parles de 65-70 ans, en fait c'est bien au-delà. Nous on se rend compte sur le terrain et même avec nos commerciaux, alors c'est pas sur l'ordinateur mais sur le téléphone ou les tablettes, on voit que l'utilisation de l'ensemble des espaces digitaux de Garance va bien au-delà que cette tranche d'âge. Et là où je partage le point que tu évoques, c'est penser qu'elles ne sont pas habiles, en tout cas avec les outils digitaux, c'est se tromper. Et donc l'objectif de la collaboration avec Scarlett a vraiment été de dire, voilà, vous avez des objectifs, vous avez des projets, vous avez un patrimoine qui est endormi, on va vous aider à le rendre liquide pour vous permettre de répondre à vos objectifs. On en parlait justement lors de la préparation. Très souvent, il y a des personnes qui se questionnent en disant « oui, mais bon, il y a quand même des sujets de transmission pour mes enfants, il y a des sujets de succession aussi ». Et en fait, c'était le cas il y a 10-15 ans, ça l'est de moins en moins parce que le chemin est long. Que l'âge de départ à la retraite pour les entrepreneurs, en tout cas, il n'est pas de 60-64 ans, nous on le voit, il est bien au-delà. Donc l'envie de profiter de sa retraite se fait sentir. Et je lui disais que les commerciaux chez nous trouvent que c'est un service qui est génial et les clients aussi adhèrent pleinement à ce service. Il va falloir, je pense, un petit peu de temps aussi pour s'acculturer et pour se lancer, parce qu'on n'est pas encore sur un lancement énorme, mais on a lancé le service maintenant il y a plusieurs semaines et on se rend compte que ça a un impact énorme. On a besoin d'aider les gens à rendre de l'épargne plus liquide. Très bien. Alors Sabine, est-ce que vous aviez repéré cette tendance sur les jeunes retraités, cette tendance, les tendances sur les jeunes, c'est quoi que vous aviez repéré comme ciblage spécifique à mettre en place ? Alors, en fait, comme je vous le disais, globalement, ce qu'on a vu sur la néobanque qui devient verticale, on a l'impression que ça commence à arriver aussi sur l'investissement. Et donc, de la même manière qu'on voit un Helios qui est sur la néobanque green, on voit arriver des Goodvest qui sont sur l'investissement. Oui, assurance vie et PER. Dédiés à l'ESG. Plus qu'ISR, d'ailleurs. De la même manière, sur les jeunes, on part de la néobanque qui aide les jeunes à avoir un compte, une carte et dépenser, mais arrivent maintenant les comptes rémunérés. Alors parfois, par exemple, chez un PixPay, c'est le parent qui rémunère l'enfant quand il met dans un Volt, quand il met de côté de l'argent. C'est le parent qui paye. Oui, mais pour apprendre à l'enfant que c'est bien aussi de mettre de l'argent de côté et que c'est rémunéré. Oui, il faut que le parent paye, parce que si on met un taux d'intérêt normal, vu d'un ado de 12 ans, s'il place 10 balles à 2% par an, ça va pas l'intéresser. Donc, le parent va devoir mettre un taux un petit peu hors du marché.
Mais donc on voit finalement arriver vraiment des produits assez dédiés. Et c'est vrai que sur les seniors, on voit commencer à émerger par exemple le prêt viager hypothécaire, qui est un moyen de monétiser en effet sa résidence principale, qui est un vrai sujet, parce qu'en effet les personnes âgées sont plutôt très propriétaires, mais ont besoin de liquidité. Donc c'est vrai que ce type de produit peut leur permettre de rester propriétaires globalement de leur maison, tout en ayant de la liquidité tout de suite, et ce qui paraît un petit peu moins difficile que tous les produits qu'on pouvait avoir avant, où on vendait de la nue propriété, donnait toujours l'impression de plus être chez soi. Donc voilà, on voit vraiment arriver des produits qui sont très spécifiques à des populations, et vraiment du marketing qui est très dédié. Par exemple, aux États-Unis, je ne sais pas si vous connaissez Alinea Invest, c'est vraiment une start-up qui commence à devenir assez grosse et qui a un ciblage principalement sur l'investissement des femmes jeunes issues des minorités. Et le fait est que ça marche, et ils ont un marketing qui est très, très jeune, c'est-à-dire à la TikTok. Donc déjà, ils recrutent beaucoup sur TikTok, et en plus, ils ont un marketing TikTok, c'est-à-dire tous les jours ou toutes les semaines, vous avez une petite vidéo courte, format TikTok, pour vous enseigner l'investissement sur cette cible précise. Donc c'est vraiment, maintenant, on devient dans le marketing ultra spécialisé sur l'investissement. Alors du coup, votre position chez Crédit Agricole, et avec ce que vous venez de dire, ça me fait poser une question très simple et qui divise beaucoup quand même. Est-ce que l'innovation dans la finance, elle doit passer par les grands groupes ou elle doit passer par les startups? Est-ce qu'il faut racheter les petites startups? Est-ce qu'il faut se lancer de son côté? Est-ce que vraiment les grandes banques sont capables d'innover par elles-mêmes aujourd'hui? Alors, globalement, il faut aussi regarder le marché de manière générale. Les startups, elles sont hyper fortes pour créer un nouveau produit, vite, qui va aller toucher les early adopters parisiens ultra connectés. En revanche, quand il s'agit d'aller toucher le mass market, il y a quand même une sorte de plafond de verre distributif qui est assez difficile à aller casser. On voit en France, par exemple, le crédit alternatif, ça a du mal quand même à se développer sur les entreprises. Bon, mais du coup, il y a un peu le meilleur des deux mondes à avoir, parce que racheter une start-up pour un grand groupe, c'est pas évident. Et ça, je peux vous dire, puisqu'on s'en occupe au sein du Crédit Agricole. Et nous, on avait développé une société qui s'appelle La Fabrique, qui est le Startup Studio, qui essaye de marier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire on crée des start-up, vraiment des entreprises, liées à la stratégie du groupe Crédit Agricole. Donc on les crée dès le début pour pouvoir être distribuées par le groupe. Mais des vraies start-up avec des vrais entrepreneurs, mais qui ont été créées pour s'adosser au groupe, et donc le groupe est capable d'aller les distribuer, parce que ça a été pensé dès le départ pour être scalable, pour être en termes de sécurité acceptable par un grand groupe, parce qu'un grand groupe, le groupe Crédit Agricole, quand il y a 52 millions de clients, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un produit qui a été fait en mode fail fast, bite et couteau, c'est pas possible. Donc il faut des choses qui soient capables de monter en charge et qui soient capables d'être distribuées par un réseau, et donc des équipes qui sont capables de faire le pont entre les start-upers et les grands groupes qui ont quand même du mal à se parler. Donc il faut les deux. Alors, cette table ronde va se terminer dans 1 minute, et j'avais une toute dernière petite question à vous poser. Dans le public de Madines, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, et à force d'interviews avec les entrepreneurs, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas les meilleurs pour préparer leur retraite, pour préparer la suite une fois qu'ils auraient revendu leur start-up. Est-ce que vous auriez chacun un conseil d'épargne ou d'investissement à donner pour un entrepreneur pour préparer l'étape d'après? Virginie. Préparez-vous tôt. Plus c'est tôt, moins c'est contraignant, et plus c'est fait en amont, plus les montants peuvent être petits. Et puis, si j'ai un super conseil à vous donner, venez chez Garance, parce qu'on saura super bien s'occuper de vous. On est quand même la mutuelle des entrepreneurs, et on a un écosystème de services prêt pour les aider. Sabine, votre conseil? Moi, je vous dirais de ne pas jouer au loto. En fait, quand on est dans l'univers de la tech, on voit les gros exits et on se dit « Ah, formidable, je vais vendre ma boîte, je vais gagner des millions, des dizaines, des centaines de millions. » La réalité, c'est que 50% des startups sont mortes à 5 ans, 75% sont mortes à 10 ans. Et dans celles qui sont vivantes, ça ne veut pas dire qu'elles vont permettre à leurs dirigeants de faire un exit qui va leur permettre d'avoir de l'argent. Donc franchement, essayez, à moins que vous ayez vraiment envie de jouer au loto, mais statistiquement, vous avez peu de chances de devenir riche avec votre entreprise. Donc essayez, soyez raisonnable et mettez un peu d'argent de côté quand même au fur et à mesure. Pourquoi pas chez Garance. Beaucoup de sagesse. Benjamin, est-ce que vous auriez un conseil spécifique? Soyez dans les 25% et vendez votre boîte très cher. Prenez exemple sur Benjamin. Mais plus sérieusement, moi je suis encore assez
pierre. Donc, dès que c'est possible et dès que les banques acceptent de prêter à des entrepreneurs, achetez-vous un toit. Et puis, arrivé à la retraite, Scarlett sera là pour vous aider à dégager les liquidités nécessaires pour profiter de cette belle période. Et pas d'hypothèque sur la maison, vous m'aviez dit. Hein. Surtout pas d'hypothèque sur la maison, prendre de risques comme ça. Non, pas d'hypothèque. Tout en sur revanche, son du entreprise. privilège hypothécaire, carrément. Ça, c'est quelque chose que nous, on propose aussi. Très bien. Merci à tous les trois. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci.